Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos pour aider les livres à trouver leur public. Vous pouvez soutenir mon travail sur ma page Tipeee en suivant le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. Les autres dieux et les hommes qui combattent sur chars dormirent toute la nuit. Mais le sommeil invincible ne possédait point Zeus. Il s'inquiétait en son âme des moyens d'honorer Achille, et de faire périr auprès de leur vaisseau grand nombre d'Achéens. Et ce fut cette résolution qui lui parut la meilleure en son cœur, dépêcher vers Agamemnon l'Atride le songe pernicieux. Après l'avoir appelé, il lui adressa donc ces paroles ailées. Pars, et rends-toi, songe pernicieux, vers les agiles vaisseaux des Achéens. Entre dans la tente d'Agamemnon l'Atride, et rapporte-lui très exactement tout ce que je veux. Ordonne-lui d'armer en masse les Achéens aux têtes chevelues, car il pourrait maintenant s'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures de l'Olympe ne sont plus de sentiments divisés. Héra, les suppliants, les a tous fléchis, et sur les Troyens, des deuils sont imminents. Ainsi parla-t-il, et le songe partit aussitôt qu'il eut entendu le message. Promptement, il atteignit les agiles vaisseaux des Achéens, et se rendit auprès d'Agamemnon l'Atride. Il le trouva endormi sous sa tente. L'ambrosiaque sommeil l'enveloppait de partout. Il s'arrêta au-dessus de sa tête, semblable à Nestor, fils de Nélée, qu'Agamemnon, entre tous les anciens, honorait le plus. Or donc, sous les traits de Nestor, le songe divin lui adressa la parole. Tu dors, fils de l'ardent Atrée, le dompteur de chevaux. Il ne doit pas dormir toute la nuit, l'homme qui siège au conseil, le chef à qui les armées sont commises et à qui tant de soins se trouvent réservés. Maintenant donc, écoute-moi vite. Je suis le messager de Zeus, qui, tout éloigné qu'il soit, de toi s'inquiète fort et te prend en pitié. Il t'ordonne d'armer en masse les Achéens aux têtes chevelues, car tu peux maintenant t'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures de l'Olympe ne sont plus de sentiments divisés. Héra, les suppliants, les a tous fléchis, et sur les Troyens, des deuils sont imminents, envoyés par Zeus. Pour toi, garde bien en ton âme cet avertissement, et que l'oubli ne t'appréhende pas lorsque t'auras quitté le suave sommeil. Ayant ainsi parlé, il s'en retourna, et le laissa là, songer en son âme à des événements qui ne devaient pas s'accomplir. Agamemnon se disait en effet qu'il allait enlever en ce jour la ville de Priam. L'insensé. Il ignorait les intentions que Zeus nourrissait. Zeus qui devait encore en de rudes mêlées infliger aux Troyens et aux Danéens bien des douleurs et des gémissements. Il s'éveilla de son sommeil, et la voix divine l'enveloppait encore. Se soulevant alors, et se mettant debout, il revêtit une tunique moelleuse, élégante et neuve, et s'entoura d'un vaste manteau. Sous ses pieds luisants, il attacha de magnifiques sandales. Il jeta autour de ses épaules le baudrier d'une épée, ornée de clous d'argent. Il prit ensuite le sceptre de ses pères, toujours incorruptible, et se rendit, en le portant avec lui, auprès des nefs des Achéens aux tuniques de bronze. La divine aurore s'avançait alors vers l'Olympe élancé, pour annoncer la lumière à Zeus et à tous les autres immortels. À ce moment, Agamemnon prescrivit aux héros à voix retentissante de convoquer à l'assemblée les Achéens aux têtes chevelues. Le ban proclamé, les Achéens se réunirent sans le moindre retard.
Et ce fut d'abord le conseil des anciens à l'âme magnanime qu'Agamemnon fit siéger, près du vaisseau de Nestor, le roi né à Pylos. Lorsqu'il les eut rassemblés, il leur exposa sa ferme décision. « Écoutez, mes amis, le songe divin, durant la nuit ambrosiaque, est venu me trouver pendant que je dormais. Au divin Nestor il ressemblait de très près, ayant à s'y méprendre son aspect, sa taille et son allure. Il s'arrêta au-dessus de ma tête et m'adressa ce message. « Tu dors, fils de l'Atrée, le dompteur de chevaux. Il ne doit pas dormir toute la nuit, l'homme qui siège au conseil, le chef à qui les armées sont commises, et à qui tant de soins se trouvent réservés. Maintenant donc, écoute-moi vite. Je suis le messager de Zeus, qui, tout éloigné qu'il soit, de toi s'inquiète fort et te prend en pitié. Il t'ordonne d'armer en masse les Achéens aux têtes chevelues, car tu peux maintenant t'emparer de la ville aux larges rues des Troyens. Les immortels qui habitent les demeures de l'Olympe ne sont plus de sentiments divisés. Héra, les suppliants, les a tous fléchis. Et sur les Troyens, des deuils sont imminents, envoyés par Zeus. Pour toi, garde bien en ton âme cet avertissement. » Ayant ainsi parlé, il partit en volant, et le doux sommeil m'abandonna. Allons, examinons si nous pourrons armer les fils des Achéens. Je veux d'abord les éprouver en parole, suivant le juste usage. Je leur ordonnerai de fuir sur leurs navires garnis de bonnes rames. Et vous, alors, chacun de votre côté, vous chercherez par vos paroles à les retenir. » Ayant ainsi parlé, Agamemnon s'assit. Et devant eux, le roi de Pylos des Sables, Nestor, se leva. Plein de bons sentiments, il leur parla, et dit « Ô mes amis, conducteurs et conseillers des Argiens, si quelque autre des Achéens nous eût rapporté ce songe, nous pourrions affirmer que c'est une illusion, et c'est résolument que nous l'écarterions. Mais l'homme qui l'a vu se vante avec éclat d'être le plus brave d'entre les Achéens. Allons, examinons si nous pourrons armer les fils des Achéens. » Ayant ainsi parlé, il fut le premier à quitter le conseil. Les rois porte-sceptres se levèrent alors, et obéirent au pasteur des armées. Pendant ce temps, les troupes affluaient. Tout comme les abeilles sortent à flots pressés et constamment nouveaux des flancs d'un rocher creux, pour voltiger en grappe sur les fleurs printanières, volant en grande foule, les unes par ici et les autres par là. De même, les tribus nombreuses des guerriers sortant des vaisseaux et des tentes venaient se ranger par groupes serrés sur le bord du rivage de la profonde baie, en vue de l'assemblée. Au milieu d'eux, accélérant leur marche, la rumeur, messagère de Zeus, s'étendait comme un feu. Ils se rendaient donc au rassemblement. L'assemblée s'agitait. La terre gémissait sous le poids des guerriers qui s'asseyaient sur elle, et c'était le tumulte. 9 héros à grands cris cherchaient à contenir cet attroupement, essayant d'arrêter les clameurs et de faire que les rois, ces nourrissons de Zeus, puissent être entendus. À grand-peine, les troupes parvinrent à s'asseoir, se tinrent à leur place, et cessèrent de brailler. Alors le puissant Agamemnon se leva, portant le sceptre que lui avait façonné le labeur d'Héphaïstos. Héphaïstos l'avait donné à Zeus, le roi fils de Cronos. Zeus ensuite le donna à Hermès, le brillant messager. Le seigneur Hermès le donna à Pélops, le dresseur de chevaux. Et Pélops à son tour le donna à Atrée, pasteur des guerriers. Atrée en mourant le transmit à Thyeste, riche en moutons. Et Thyeste à son tour le transmit à Agamemnon, pour le porter et régner sur des îles nombreuses et sur tout le pays qui dépendait d'Argos.
Appuyé sur ce sceptre, il adressa ces mots aux Argiens. « Ô mes amis, héros danéens, serviteurs d'Arès, Zeus, fils de Cronos, m'a durement enchaîné aux jougs pesants d'une funeste illusion, le cruel. Il m'avait autrefois promis et accordé d'un signe de sa tête que nous ne repartirions pas avant d'avoir détruit Ilion au beau rempart. Et aujourd'hui, voici qu'il se résout à méchamment me trahir, et il m'ordonne de retourner sans gloire dans Argos après avoir perdu tant de guerriers. Tel doit être sans doute le bon plaisir de Zeus, omnipotent, qui a déjà décapité tant de villes, et qui doit encore en décapiter d'autres, car sa force prédomine sur tout. Il est honteux, en effet, que même ceux qui viendront après nous sachent qu'une armée si grande et si nombreuse que celle des Achéens a, sans aucun résultat, conduit une guerre et vainement engagé des combats contre des ennemis qui étaient moins nombreux. Et nous n'en sommes pas encore à la fin. Car si nous voulions, Achéens et Troyens, après avoir abattu des victimes, gages de nos serments, nous compter les uns les autres, si les Troyens, tant qu'ils sont, se groupaient par famille, et que nous, les Achéens, nous nous rangions par décades, et que nous prélevions pour chaque décade un guerrier troyen pour être échanson, beaucoup de décades manqueraient des chansons, tant je suis sûr que les fils des Achéens dépassent en nombre les Troyens qui résident dans Troie. Mais des auxiliaires, brandisseurs de piques, leur sont venus de nombreuses cités. Et ce sont eux qui rudement m'écartent et ne me permettent pas, malgré ma décision, de renverser la ville bien peuplée d'Ilion. 9 années du grand Zeus sont passées. Les bois de nos vaisseaux sont pourris. Les câbles se sont détendus. Et nos épouses et nos jeunes enfants restent encore à nous attendre au sein de nos maisons, tandis que la tâche pour laquelle nous sommes ici venus reste pour nous toujours inachevée. Allons, obéissons tous à l'avis que je donne. Fuyons sur nos vaisseaux vers la terre de la douce patrie, car Troie aux larges rues, nous ne la prendrons plus. » Ainsi parla-t-il, et dans leur poitrine, il attendrit le cœur de tous ceux qui, parmi la multitude, n'avaient pas assisté au conseil. L'assemblée s'agita comme les longues vagues que l'Euros et le Notos soulèvent au large de la mer Icarienne, lorsqu'ils s'élancent des nuages de Zeus notre Père. De même que Zéphyr agite à son lever une moisson profonde, quand il s'abat avec violence sur les épis qu'il incline. De même s'agita toute leur assemblée. À grands cris alors, vers les vaisseaux, ils se précipitèrent, et sous leurs pieds, la poussière soulevée se dressait. Ils s'exhortaient les uns les autres à s'attaquer aux navires et à les tirer dans la mer divine. Ils nettoyaient les chenaux. Un tumulte de gens s'apprêtant au départ s'élevait dans le ciel, et ils en étaient à retirer les étais de dessous les carènes. À ce moment, le retour des Argiens se serait effectué avant le temps marqué, si Héra n'avait point adressé ces paroles à Athéna. « Fille de Zeus portégide, indomptable, les Argiens, vers leur foyer et la terre de leur douce patrie, vont-ils ainsi s'enfuir sur le vaste dos de la plaine marine? Laisseraient-ils comme un sujet d'orgueil à Priam, aux Troyens, Hélène d'Argos, pour laquelle nombre d'Achéens sont morts en Troade, loin du doux pays de la patrie? Allons, pars à l'instant vers l'armée des Achéens aux tuniques de bronze, retiens chaque soldat par de douces paroles, et ne permets pas qu'ils mettent à la mer leurs vaisseaux roulants d'un bord à l'autre. » Ainsi parla-t-elle, et la déesse Athéna aux yeux pères ne désobéit pas. Elle descendit d'un trait des cimes de l'Olympe, et promptement atteignit les agiles vaisseaux des Achéens. Elle trouva Ulysse, égal à Zeus, en conseil, qui se tenait debout. À son noir vaisseau solidement charpenté, il ne s'attaquait pas, car la douleur avait envahi et son cœur et son âme. S'arrêtant près de lui, Athéna aux yeux pères lui dit alors: « Descendant de Zeus, fils de Laërte, artificieux Ulysse, allez-vous ainsi, vous abattant sur vos nefs garnies de bonnes rames, fuir vers vos foyers et vers la terre de votre douce patrie?
laisseriez-vous comme un sujet d'orgueil à Priam, aux Troyens, Hélène d'Argos pour laquelle nombre d'Achéens sont morts en Troade, loin du doux pays de la patrie? Allons, pars à l'instant vers l'armée des Achéens, ne tergiverse plus. Retiens chaque soldat par de douces paroles, et ne permets pas qu'ils mettent à la mer leurs vaisseaux roulant d'un bord à l'autre. Ainsi parla-t-elle. Ulysse reconnut la voix de la déesse qui lui avait parlé. Il se mit à courir, jeta son manteau, et le héros Eurybates d'Ithaque, qui l'accompagnait, le ramassa. Allant alors au devant d'Agamemnon l'Atride, il reçut de lui le sceptre de ses pères, toujours incorruptible, et se rendit avec le sceptre à la main auprès des nefs des Achéens, aux tuniques de bronze. Chaque fois qu'il rencontrait un roi ou un chef éminent, il s'arrêtait près de lui et cherchait par de douces paroles à le retenir. Malheureux, il ne sied pas comme un lâche que tu aies peur. Commence toi-même par rester assis, et fais asseoir aussi le reste de tes troupes, car tu ne sais rien de clair sur la pensée de l'Atride. Aujourd'hui, il met à l'épreuve les fils des Achéens, mais bientôt il les accablera. Nous n'avons pas tous entendu ce qu'il a dit au conseil. Prends garde que dans son irritation, il ne sévisse contre les fils des Achéens. Vive est la colère des rois issus de Zeus. La dignité du nôtre vient de Zeus, et Zeus au conseil avisé le tient en amitié. Chaque fois qu'il voyait un homme de troupe, et qu'il le surprenait à vociférer, Ulysse le frappait de son sceptre, et par ces mots, le rappelait à l'ordre. Insensé! Reste tranquille, et écoute la parole des autres, de ceux qui valent mieux que toi. Toi qui es sans vaillance ni valeur militaire, jamais tu n'as compté dans la guerre, ou bien dans le conseil. Non, il n'est pas possible que tous les Achéens puissent régner ici. L'autorité multiple ne vaut rien. Qu'un seul homme soit chef, qu'un seul homme soit roi, celui à qui Zeus aux pensées tortueuses a donné le sceptre et les lois pour régner sur les hommes. Et c'est ainsi qu'en chef il redressait l'armée. Sortant alors des vaisseaux et des tentes vers l'assemblée, les Achéens de rechef accoururent avec un bruit confus, pareil au flot de la mer au sourd déferlement, lorsqu'elle gronde sur l'étendue d'un rivage et retentit jusqu'au large. Tous s'étaient assis et se tenaient à leur place. Seul, braillard infatigable, piaillé comme un jet, Thersites, dont l'esprit débordait de propos incongrus, pour vainement et sans nul à propos chercher querelle au roi, en contant aux Argiens tout ce qui lui semblait propre à les faire rire. Il était le plus laid des hommes venus sous Ilion, cagneux et pieds-beaux, ses épaules voûtées rentraient en sa poitrine, et sa tête pointue se fleurissait d'un duvet clairsemé. Il était surtout acharné contre Achille, et aussi contre Ulysse, car il ne cessait d'invectiver contre eux. Mais cette fois, d'une voix stridente, c'était contre le divin Agamemnon qu'il proférait des injures, car c'était alors contre ce roi que les Achéens gardaient en leur cœur un farouche dépit et de l'inimitié. À grands cris, il se mit donc à insulter en ces termes Agamemnon. « Atride, de quoi encore te plains-tu? Et que te manque-t-il? Tes tentes sont pleines de bronze, et nombre de captives sont aussi sous tes tentes. Femme de choix, que nous les Achéens nous te donnons, à toi avant tout autre, aussitôt que nous prenons une ville. Te faut-il encore l'or que t'apporterait quelque Troyen dompteur de chevaux, comme rançon d'un fils qui aurait été, par moi ou par un autre d'entre les Achéens, ligoté et conduit jusqu'ici? Désires-tu une femme jeune pour t'unir en amour avec elle, et la garder pour toi seul, à l'écart? Il ne sied pas à un chef d'entraîner au malheur les fils des Achéens. Ah, cœur amolli, vil sujet d'opprobre, Achéenne, et non plus Achéen. Tâchons sur nos vaisseaux de retourner chez nous, et laissons cet homme ici même, en Troade, digérer ses récompenses en paix, afin qu'il voie si nous lui sommes ou non de quelque utilité,
lui qui vient encore de déshonorer Achille, guerrier d'une toute autre vaillance que la sienne, car il a pris et il garde la récompense qu'il a de son chef ravi à ce héros. Mais Achille n'a vraiment plus de bile dans le cœur, et il laisse faire. Autrement, Atride, tu l'aurais outragé aujourd'hui pour la dernière fois. » Ainsi parlait Thersites, insultant Agamemnon, pasteur de guerriers. Le divin Ulysse, auprès de lui, vivement se dressa, et tout en le toisant d'un regard de travers, le rudoya par ses âpres paroles. « Thersites, bavard désordonné, malgré ta voix aiguë et tes dons d'orateur, arrête-toi, et ne prétends pas tout seul chercher querelle au roi. Il n'y a pas, je l'affirme, d'homme plus lâche que toi, entre tous ceux qui sont avec l'Atride venus sous Ilion. À ce compte, tu ne devrais point en public, en ayant sans cesse le nom des rois à la bouche, proférer contre eux des outrages, et te préoccuper de notre retour. Nous ignorons encore ce qui doit arriver, et si nous, les fils des Achéens, nous aurons un heureux ou un malheureux retour. Pour toi, tu restes pour l'instant à insulter ici l'Atride Agamemnon, le pasteur des guerriers, parce que les héros danaens lui accordent de vastes récompenses, et tu pérores en tenant des propos malveillants. Mais je vais te dire ce qui s'accomplira. Si je te prends encore à divaguer ainsi que tu le fais, que cette tête ne reste plus sur les épaules d'Ulysse, que je ne sois plus appelé le père de Télémaque, si de mes mains je ne t'empoigne alors et ne t'arrache tes vêtements, ton manteau, ta tunique et ce qui cache ton sexe, et si, te renvoyant tout en pleurs vers les vaisseaux agiles, je ne t'assène en te chassant de l'assemblée des coups déshonorants. » Ainsi parla-t-il. Et de son sceptre, Ulysse le frappa sur la nuque et sur les deux épaules. Thersites se courba et laissa tomber des larmes abondantes. Une tumeur sanguinolente se gonfla sur son dos, sous les coups portés par le sceptre d'or. Il s'assit alors et fut saisi d'effroi. Pleurant de douleur, le regard éperdu, il essuya ses larmes. Les Achéens, tout affligés qu'ils fussent, se mirent plaisamment à se moquer de lui. Et chacun disait en regardant son voisin, « Ulysse a certes fait des milliers de prouesses, proposant des avis salutaires, préparant les batailles. Mais aujourd'hui, il a fait mieux que jamais parmi les Argiens, lui qui vient d'empêcher de parler en public ce misérable lanceur d'outrageantes paroles. Désormais, son âme héroïque ne le poussera plus à outrager les rois par d'injurieux propos. » Ainsi parlait la foule. Ulysse alors, saccageur de cité, se leva, tenant le sceptre à la main. Près de lui, Athéna aux yeux pères, ayant pris la forme d'un héros, invitait les guerriers à se taire, afin que des premiers aux derniers, les fils des Achéens pussent tous à la fois entendre son discours et réfléchir à sa décision. Plein de bons sentiments, Ulysse leur parla, et dit « Atride, les Achéens veulent donc aujourd'hui te rendre, ô roi, le plus honteux des hommes aux yeux de tous les hommes doués de la parole, en n'accomplissant pas la promesse qu'ils te firent lorsqu'ils partaient d'Argos, nourricière de chevaux, pour venir jusqu'ici, et que tu jurais n'y retourner qu'après avoir détruit Ilion au beau rempart. Comme des petits enfants ou des femmes veuves, ils se lamentent les uns avec les autres pour retourner chez eux. En vérité, notre fatigue est si grande qu'en notre affliction nous désirons le retour. Un homme, en effet, qui reste un mois loin de sa femme, s'impatiente sur son navire garni de bonnes rames, alors que le retiennent les tempêtes d'hiver et la mer soulevée. Or, pour nous, la 9e année achève son cours, depuis que nous attendons ici. Aussi, je ne blâme point les Achéens de s'impatienter auprès de leurs vaisseaux aux poupes recourbées, car il est après tout fort honteux d'attendre si longtemps et de revenir en ayant les mains vides. Prenez courage, amis, et restez assez pour savoir si Calchas nous a fait, oui ou non, des prédictions véridiques. Car il est un fait que vos esprits savent bien, et dont vous restez tous les témoins,
vous que les génies de la mort n'ont pas encore emporté avec eux. C'était hier ou avant-hier, lorsque les vaisseaux des Achéens se réunissaient dans Aulis pour porter des malheurs à Priam et aux Troyens. Nous alors, tout alentour d'une source, près des autels sacrés, nous offrions aux immortels des hécatombes choisies sous un beau platane, au pied duquel une eau chatoyante coulait. Là nous apparut un grand signe divin, un serpent au dos rouge, terrifiant, que l'Olympien envoyait lui-même à la lumière, sortit sous l'autel, et s'élança d'un bond sur le platane. Là se trouvaient des petits passereaux, tendres nichés sur une branche très haute, blottis sous les feuilles, au nombre de 8, 9 avec la mère qui les avait couvés. Le serpent, alors, dévora la nichée qui poussait lamentablement de petits cris aigus. La mère volait tout autour en gémissant sur sa chair couvée. Mais le serpent, déroulant ses anneaux, saisit par l'aile cette mère éplorée. Alors, dès qu'il eut dévoré les passereaux et leur mère, le dieu qui l'avait fait apparaître le rendit invisible, car le fils de Cronos aux pensées tortueuses en pierre le changea. Et nous, immobiles, nous étions stupéfaits de ce qui s'était produit. Comme ces terrifiants prodiges s'étaient manifestés pendant les hécatombes que nous offrions aux dieux, Calchas, aussitôt, interprétant les décisions divines, prit alors la parole. « Pourquoi restez-vous interdits, Achéens aux têtes chevelues ? C'est pour nous que Zeus, au conseil avisé, vient de faire apparaître ce singulier prodige, signe tardif d'un tardif événement dont le renom ne périra jamais. De même que le serpent a dévoré les passereaux à leur mère, au nombre de 8, 9 en comptant la mère qui les avait couvés, nous, de même, nous combattrons au même endroit pendant autant d'années, et nous prendrons, à la 10e, la ville aux larges rues. Ainsi parlait Calchas. Et maintenant, tout va s'accomplissant. Allons, Achéens aux belles Cnémides, demeurez tous ici jusqu'à ce que nous prenions la grande ville de Priam. Ainsi parla-t-il. Les Achéens poussèrent une grande clameur, et tout aux alentours, les vaisseaux terriblement retentirent aux cris des Achéens, qui approuvaient la harangue du divin Ulysse. Le Gérénien Nestor, conducteur de chevaux, prit aussi la parole. Ah, vous discourez là comme des enfants très jeunes qui n'ont aucun souci des travaux de la guerre. Où donc s'en iront nos pactes et les sacrifices, gages de nos serments? Qu'ils aillent au feu, les décisions et les desseins des hommes, les libations de vin pur et les mains auxquelles nous avons donné foi. Nous nous battons constamment en parole, et depuis si longtemps que nous sommes ici, nous ne pouvons trouver le moyen d'en finir. Toi donc, fils d'Atrée, persiste comme avant en ton inébranlable dessein. Conduis les Argiens dans les rues de mêlée, et laisse se consumer ceux qui, un ou deux tout au plus, projettent à l'écart des autres Achéens, mais sans aucun succès, de s'en aller en Argos, avant même de savoir si la promesse de Zeus porte égide est un mensonge ou non. Or, je l'affirme, le fils tout-puissant de Cronos, le jour où les Argiens montaient sur leurs vaisseaux au rapide trajet pour porter le meurtre et la mort aux Troyens, nous donna la preuve de son assentiment. Il tonna sur la droite, nous montrant ainsi des signes favorables. Aussi, que personne ne se hâte de retourner chez lui avant d'avoir dormi avec la femme d'un Troyen et vengé le départ et les plaintes d'Hélène. Et si quelqu'un veut à toute force retourner chez lui, qu'il prenne son noir vaisseau solidement charpenté afin d'aller avant les autres au devant de la mort et de la destinée. Quant à toi, prince, réfléchis bien toi-même, et fais confiance aussi au conseil d'un autre homme. Il ne sera pas à rejeter la vie que je vais te donner. Répartis les guerriers Agamemnon, par pays et par clan, afin que le clan serve d'appui au clan, le pays au pays. Si tu agis ainsi, et que les Achéens t'obéissent, tu connaîtras par la suite qui des chefs ou des troupes est un lâche, ou se conduit en brave, car ils combattront chacun par eux-mêmes. Tu connaîtras enfin si c'est un arrêt divin qui t'interdit la prise de la ville, ou bien si c'est la lâcheté des hommes, et leur ignorance des lois de la guerre.
Le puissant Agamemnon lui répondit, et dit, « En vérité, tu viens dans l'assemblée, vieillard, de surpasser les fils des Achéens. Ah, Zeus père, Athéna, Apollon, si j'avais 10 conseillers tels que toi parmi les Achéens, alors la ville de Priam succomberait bientôt, prise par nos mains et saccagée. Mais le fils de Cronos, Zeus porte-égide, au tourment m'a livré, lui qui me jette au milieu des discordes et des vaines querelles. Achille et moi, nous avons lutté pour une jeune femme en propos agressifs, et je fus le premier à m'emporter. Mais si jamais nous tombons d'accord sur un même avis, il n'y aura plus de délai au malheur des Troyens, même pas le moindre. Pour l'instant, allez au repas, afin d'engager ensuite le combat. Que chacun aiguise bien sa lance et mette bien son bouclier en état. Qu'il donne à ses chevaux rapides une bonne ration et se prépare à l'assaut, en examinant bien son char de toutes parts, afin que, tant que dure le jour, nous prenions comme arbitre le redoutable Arès. Car aucune trêve, même pas la moindre, n'interviendra, jusqu'à ce que la nuit sépare en survenant l'ardeur des combattants. La courroie du bouclier qui recouvre chaque homme suera sur sa poitrine. La main se fatiguera autour du javelot, et le cheval en tirant sur le char bien poli ruissellera. Quant à celui que je soupçonnerais décidé à rester à l'écart du combat, auprès des vaisseaux aux poupes recourbées, celui-là n'aura plus désormais aucun moyen d'échapper aux chiens et aux oiseaux. » Ainsi parla-t-il. Les Argiens poussèrent alors une grande clameur, comme la vague sur un rivage escarpé, toutes les fois que le Notos arrive et la projette contre un roc avancé, roc que jamais ne laissent en repos les flots qu'amènent tous les vents, de quelque côté qu'ils viennent à souffler. S'étant alors levés, ils se précipitèrent et se dispersèrent à travers les vaisseaux. Ils firent parmi les tentes monter de la fumée, et prirent leur repas. Chacun offrait un sacrifice à l'un des dieux éternels, lui demandant d'échapper à la mort et aux méfaits d'Arès. Le roi des guerriers Agamemnon immola au fils tout-puissant de Cronos un bœuf gras de 5 ans. Il invita les plus nobles anciens de tous les Achéens, Nestor en premier lieu, et le roi Idoménée, les 2 Ajax ensuite, et le fils de Tidée. Ulysse, égal à Zeus en conseil, fut le 6e convive. De lui-même arriva Ménélas vaillant aux cris de guerre, car son âme savait de quels soucis son frère était préoccupé. Ils entourèrent le bœuf en se tenant debout, et prirent en leurs mains les grains d'orge mondés. Au nom de tous alors, le puissant Agamemnon pria, et dit, « Zeus, très illustre, très grand, Dieu des sombres nuées qui habitent les terres, que le soleil ne se couche pas, et que l'obscurité ne vienne point avant que je n'ai jeté face à terre le palais de Priam, tout noirci par la flamme, brûlé ses portes d'un feu dévastateur, et mis en pièces, déchiré par le bronze, la tunique entourant la poitrine d'Hector. Et qu'autour de lui de nombreux compagnons, le front dans la poussière, puissent saisir la terre en la mordant. » Ainsi parla-t-il. Mais le fils de Cronos ne l'exauça pas encore. Il agréa le sacrifice, mais il multiplia leurs sombres afflictions. Alors, dès qu'ils eurent prié et répandu les grains d'orge mondés, ils tirèrent en arrière les têtes des victimes, les égorgèrent et les écorchèrent. Ils détachèrent ensuite les cuisses, les enveloppèrent d'une couche de graisse sur l'une et l'autre face, et placèrent sur elles des morceaux de chair vive. Ils les brûlèrent sur du bois fendu, dépouillé de ses feuilles. Puis, en brochant les viscères, ils les tenaient sur le feu d'Héphaïstos. Aussitôt que les cuisses furent consumées, et que les viscères eurent été mangés, ils coupèrent en menus morceaux le reste des victimes, les percèrent de leurs broches, les rôtirent avec soin, et retirèrent tout. Alors,
ayant fini leur tâche et apprêté le festin, ils festoyèrent, et l'appétit ne fit point défaut à ce repas également partagé. Dès qu'ils eussent chassé le désir de boire et de manger, le Gérénien Nestor fut le premier à prendre la parole. Atride très illustre, roi des guerriers Agamemnon, il ne faut plus qu'ici nous restions assemblés et que nous différions plus longtemps l'entreprise qu'un dieu met à notre portée. Allons, que les héros appellent et rassemblent auprès de ces vaisseaux l'armée des Achéens aux tuniques de bronze. Et nous, en groupe comme nous sommes, répandons-nous à travers le vaste camp des Achéens, et réveillons au plus vite la fougue d'Arès. Ainsi parla-t-il, et le roi des guerriers, Agamemnon, ne désobéit pas. Sur-le-champ, il prescrivit aux héros à voix retentissante d'appeler au combat les Achéens aux têtes chevelues. Les héros les convoquèrent, et les guerriers très vite s'assemblèrent. Autour du fils d'Atrée, les rois nourrissons de Zeus s'empressaient de trier les guerriers. Athéna, la déesse aux yeux pères, se trouvait parmi eux, portant l'égide glorieuse, invieillissable, immortelle, d'où pendaient 100 franges toutes d'or, toutes bien tressées, valant chacune 100 bœufs. L'égide en main, la déesse soudainement apparue s'élançait à travers l'armée des Achéens et poussait les guerriers à marcher. Dans le cœur de chacun, elle excita la force de combattre et de lutter sans trêve. Et aussitôt, la guerre leur devint plus attrayante que le retour, sur les vaisseaux creux, dans la terre de leur douce patrie. De même que le feu destructeur, sur les sommets d'une montagne, embrase une immense forêt, la lueur de la flamme s'aperçoit de très loin. De même, du bronze prodigieux des guerriers qui marchaient, un flamboyant éclat, à travers les terres, s'élevait jusqu'au ciel. De même que les tribus nombreuses des oiseaux ailés, oies ou grues, ou cygnes au long col, dans la prairie d'Asia de chaque côté du courant du Caïstre, volent çà et là, battent allègrement des ailes et posent à terre en jetant des clameurs dont retentit la prairie tout entière. De même les tribus nombreuses affluaient des vaisseaux et des tentes dans la plaine du Scamandre. Le sol alors terriblement résonnait sous leurs pieds et sous ceux des chevaux. Ils s'arrêtèrent par milliers dans la prairie fleurie du Scamandre, aussi nombreux que les feuilles et les fleurs que le printemps fait naître. De même que les tribus nombreuses des mouches s'agglomèrent et fuient dans l'enclos d'un berger à la saison printanière lorsque le lait mouille les vases, de même, aussi nombreux, les Achéens aux têtes chevelues, contre les Troyens, se formèrent dans la plaine, aspirant à les réduire en pièces. De même que les chevriers séparent sans peine leurs troupeaux éparpillés de chèvres quand ils se sont mêlés dans un pâturage, de même les chefs répartissaient çà et là les guerriers, pour les engager dans la mêlée. Au milieu d'eux, le puissant Agamemnon se voyait, semblable pour les yeux et la tête, à Zeus lance-foudre, à Arès pour la ceinture, et pour la poitrine à Poséidon. De même que dans un troupeau de bêtes, c'est le taureau qu'on voit avec éclat prédominer sur toutes et se distinguer dans un groupe de vaches. De même, grâce à Zeus, on voyait l'Atride se distinguer en ce jour au milieu de ses troupes et prédominer entre tous les héros. Dites-moi maintenant, muses qui habitez les demeures de l'Olympe, car vous êtes déesses, vous assistez à tout, vous savez tout, tandis que nous n'entendons que la seule rumeur et nous ne savons rien. Quels étaient les guides des Danaens et leurs chefs? Quant à la foule des soldats, je ne saurais la dire, ni les nommer tous, même si j'avais 10 langues et 10 bouches, une voix infrangible et des poumons de bronze.
à moins que les muses olympiennes, filles de Zeus portégide, ne me rappellent tous ceux qui vinrent sous Ilion. Mais les commandants des vaisseaux, et le nombre total de ces vaisseaux, je les dirai. Aux Béotiens commandaient Pénéléos, Léitos, Archésilas, Protoénor et Clonios. Les uns habitaient Irie et la rocheuse Aulis, Scoénos, Scolos et la montueuse Étéone, Thespie, Gréa et la spacieuse Mycalès. Les autres peuplaient les alentours d'Arma, Ilésie et Érythre. D'autres occupaient Éléon, Ilée et Pétéon, Ocalée et Médéon, villes bien bâties, Copès, Autrésie et Thisbé aux nombreuses colombes. Les uns habitaient Coronée et l'herbeuse Aliarte, les autres occupaient Platée. D'autres habitaient Glysas. Ceux-ci occupaient Hypothèbe, ville bien bâtie, Onchestos, la sainte, brillante enceinte de Poséidon. Ceux-là tenaient harnais aux vignes plantureuses. Les uns venaient de Midée, de la très divine Nisa, et de l'extrême Antédon. Ils étaient venus sur 50 vaisseaux, et 120 jeunes Béotiens étaient à bord de chaque nef. Ceux qui habitaient Asplédon et Orchomène des Miniens étaient commandés par Ascalaphe et Ialmène, tous deux fils d'Arès, qu'Astioché dans la maison d'Actor, fils d'Azé, avait enfanté pour le très fort Arès. Vierge pudique, elle était montée à l'étage des femmes, et le dieu en secret avait couché près d'elle. 30 vaisseaux creux pour eux étaient en ligne. Aux Phocidiens commandaient Schédios et Épistrophos, fils du magnanime Iphitos, issu de Nobolos. Les uns occupaient Kyparis et Phyto la rocheuse, Chrysa la très divine, Dolis et Panopée. Les autres demeuraient aux alentours d'Anémoria, Diampolis, habitaient sur les bords du Céphise divin, ou occupaient l'Illée, aux sources du Céphise. 44 vaisseaux noirs accompagnaient ces chefs, et ces chefs s'occupaient d'aligner les rangs des Phocibiens, qui s'armaient sur la gauche, tout près des Béotiens. Les Locriens étaient conduits par le rapide Ajax, fils d'Oïlée. Petit de taille, il n'était pas aussi grand qu'Ajax, le fils de Télamon, mais beaucoup plus petit. S'il était court de taille et cuirassé de lin, il prévalait pourtant au javelot sur tous les Hélanes et tous les Achéens. Les uns habitaient Sinos, Oponte et Caliaré, Bessa, Scarphée et Augée la charmante, Tarphée et Trognon sur le cours du Boagre. 40 vaisseaux noirs accompagnaient Ajax, montés par les Locriens, qui habitaient en face de la sainte baie. Ceux qui tenaient le baie, les Abantes respirant le courage, qui occupaient Calchis et Érétrie, Istillés aux plantureuses vignes, la maritime Cérinthe et la ville escarpée de Dion. Ceux qui avaient Cariste ou habitaient Styra, tout cela était conduit par Éléphénor, rejeton d'Arès, issu de Chalcodon, et chef des intrépides Abantes. C'est lui que suivaient les agiles Abantes aux cheveux en arrière, guerriers impatients, avec le bois de frêne de leurs piques tendues, de briser les cuirasses autour des poitrines de leurs ennemis. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Ceux qui tenaient Athènes, ville bien bâtie, le pays d'érecté au grand cœur qu'Athéna fille de Zeus avait jadis élevé, et qu'avait enfanté la terre porteuse de froment. La déesse avait ensuite établi Érectée dans Athènes, dans son temple opulent. Et là, au retour des années, les jeunes Athéniens se le rendaient propice par des taureaux et des agneaux.
À tout cela commandait Ménasté, fils de Pétéos. Jamais homme vivant sur la terre n'avait été jusqu'ici semblable à lui pour ordonner les chars et les guerriers armés d'un bouclier. Nestor seul rivalisait avec lui, car il était plus avancé en âge. 50 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Ajax avait de Salamine à mener 12 nefs. Une fois amenés, il les disposa là où les Athéniens disposaient leurs phalanges. Ce qui tenait Argos et Tyrinthe entourés de murailles, Hermione et Asiné régnant sur un golfe profond, Trézène et Ione et Épidore favorables à la vigne, ceux qui, enfants des Achéens, tenaient Égine et Mazès, à tout cela commandait Diomède, vaillant au cri de guerre, et Sténélos, fils chéri du fameux Capané. Avec eux, fils de Mésisté issu de Talaos, venait Euryale, mortel égal aux dieux, comme troisième chef. Mais tous étaient soumis aux ordres de Diomède, vaillant au cri de guerre. 80 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Ceux qui tenaient Mycène, ville bien bâtie, la riche Corinthe et la belle Cléone, ceux qui habitaient Ornée, Arrée la charmante, et Sicyone, où d'abord Adrasté fut roi, ceux qui occupaient Hypérésie, Gonoessa l'escarpée et Pélène, ceux qui occupaient la région d'Égion, le pays tout entier d'Égiale et les alentours de la spacieuse Hélice. À tout cela, et à leurs 100 vaisseaux, commandait le puissant Atride Agamemnon. Avec lui, les troupes de beaucoup les meilleures et les plus nombreuses suivaient. Éclatant de fierté, il avait endossé le bronze éblouissant et se distinguait entre tous les héros, parce qu'il était à la fois le plus brave et qu'il conduisait les plus nombreuses troupes. Ceux qui occupaient le pays encaissé de Lacédémone au profond ravin, Pharis et Sparte, Mécée aux nombreuses colombes, ceux qui habitaient Brisée et Augée, la charmante, ceux qui tenaient Amycle et Élos, villes maritimes, ceux qui avaient Laas, où habitaient les environs d'Oétyle. À tout cela commandait le frère d'Agamemnon, Ménélas vaillant au cri de guerre, à la tête de 60 vaisseaux. Il s'armait à part. Parmi eux s'agitait Ménélas, confiant en son ardeur, et les poussant à combattre. Plus que tout autre, il souhaitait en son âme de venger le départ et les plaintes d'Hélène. Ceux qui occupaient l'Arcadie, sous la montagne escarpée du Silène, près du tombeau d'Épitos, où résident les hommes qui combattent de près, ceux qui habitaient Phénée, Orchomane, riche en troupeaux de moutons, Ripée, Stratié et Énipsée, battus par les vents, ceux qui tenaient Thégée et Mantinée la charmante, ceux qui avaient Stymphale et habitaient Pharasie. À tout cela, le fils d'Ancée, le puissant Agapénor, commandait à la tête de 60 vaisseaux. Sur chaque nef, de nombreux Arcadiens expérimentés à la guerre étaient montés, car c'était le roi des guerriers, l'Atride Agamemnon, qui leur avait lui-même fait don de ses vaisseaux solidement charpentés, pour traverser la mer couleur de lit de vin, car les Arcadiens ne s'inquiétaient pas des travaux de la mer. Ceux qui habitaient Bouprasion et la divine Élide, tout le territoire compris entre Hyrminée et Myrsine, qui est au bout du pays, la roche olénienne et Alésion. À tout cela commandaient 4 chefs. 10 rapides vaisseaux avaient suivi chacun d'eux, où de nombreux épéens s'étaient embarqués. Les uns étaient conduits par Amphimaque et Talphios, fils l'un de Ctéatos, l'autre d'Eurytos, tous deux issus d'Actor. Les autres étaient commandés par le robuste Diorès, fils d'Amarincé.
Le 4e groupe était dirigé par Polyxène, beau comme un dieu, fils du roi Agastène, descendant d'Augias. Ceux de Doulichion et les Échines, îles sacrées, situées au-delà de la mer, en face de l'Élide, étaient commandés par le fils de Philée, Mégès et Galdarès, qu'avait engendré le conducteur de chevaux Philée, cher à Zeus, qui jadis était venu s'établir à Doulichion, irrité contre son père. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Mais Ulysse conduisait les Céphaléniens magnanimes, ceux qui tenaient Ithaque et le Nériton aux feuilles agitées, ceux qui habitaient le Grossilé et la rocailleuse Aégilippe, ceux qui tenaient Zacinthe, ceux qui demeuraient aux alentours de Samé, ceux qui occupaient le continent et qui habitaient sur la rive opposée. À tout cela commandaient Ulysse et Galatzos en conseil. 12 vaisseaux aux joues vermillonnées accompagnaient ce chef. Les Étoliens étaient commandés par Thoas, fils d'Andrémon. Ils habitaient Pleuron, Olane et Pylane, Chalkis la maritime et Calydon la rocheuse, car ils n'étaient plus les fils d'Oné, au valeureux courage. Oné lui-même n'était plus, et le blond Méléagre était mort. C'était donc à Thoas qu'avait été confié le pouvoir absolu sur les Étoliens. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Idoménée, illustre par sa lance, conduisait les Crétois, ceux qui occupaient Knossos et Gortine, entourés de murailles, Lyctos, Milée et la blanche Lycaste, Phaestos et Rhytillon, villes bien peuplées, et tous ceux qui habitaient ailleurs dans la Crète aux 100 villes. À tout cela commandait Idoménée illustre par sa lance, et Mérion comparable au belliqueux meurtrier. 80 vaisseaux noirs accompagnaient ses chefs. Tlépolème, le noble et grand Héraclide, avait amené de Rhodes 9 vaisseaux de Rhodiens à la fière attitude. Ils habitaient Rhodes, répartis en 3 groupes, l'Indos, Iélisos et la blanche Camire. À tout cela commandait Tlépolème, illustre par sa lance, qu'avait enfanté au puissant Héraclès Astyoché. Héraclès l'avait ramené d'Éphire, des bords du Séléis, après avoir saccagé maintes cités d'hommes forts, nourrissons de Zeus. Mais Tlépolème, dès qu'il eut grandi dans le palais solide, aussitôt tua l'oncle de son père, Lysimnios, le rejeton d'Arès déjà vieillissant. En hâte alors, il construisit des vaisseaux, réunit de nombreux partisans, s'embarqua et s'enfuit sur la mer, car les fils et les petits-fils du puissant Héraclès le menaçaient. Il vint à Rhodes, errant et souffrant 1000 maux. Là ils s'établirent par tribus en 3 groupes, et furent aimés de Zeus, qui règne sur les dieux et les hommes. Et le fils de Cronos versa sur eux une merveilleuse abondance. Nirée avait amené de Cimée 3 navires au solide équilibre. Nirée, fils d'Agléé, et du roi Charops. Nirée qui était après le Péléide, le plus bel homme d'entre les Danéens venus sous Ilion. Mais il était sans puissance, et une armée peu nombreuse l'accompagnait. Ceux qui tenaient Nisyros, Krapatos et Kazos, Kos, ville d'Eurypyle, et les îles Calydnes. À tout cela commandaient Phidippe et Antiphre, tous 2 fils du roi Thessalos, descendant d'Héraclès. 30 vaisseaux creux pour eux étaient en ligne. Et voici tous ceux qui habitaient l'Argos pélagique, ceux qui demeuraient dans Alos, Alopé, Tréchis, ceux qui tenaient Lafti et l'Hélade aux belles femmes. Ils s'appelaient Myrmidon, Hélène et Achéens. À tout cela, à la tête de 50 vaisseaux, Achille commandait. Mais ces guerriers ne se souvenaient plus de la guerre au pénible fracas.
il n'avait personne pour les conduire en ligne. Car il restait auprès de ses vaisseaux le divin Achille aux pieds infatigables, irrité à cause de Briséis, jeune fille aux beaux cheveux, qu'il avait enlevée de Lyrnès après bien des fatigues, lorsqu'il eut renversé Lyrnès et les remparts de Thèbes. C'est alors qu'il avait abattu Minès et Épistrophos aux lances furieuses, fils du roi Événos descendant de Sélépios. À cause de Briséis, Achille s'affligeait et restait au repos. Mais il n'allait pas tarder à se lever. Ceux qui tenaient Philaque et Pyrrhasos la fleurie, enclos sacré de Déméter, et Iton, mère des brebis, la maritime Antron et Ptéléos au lit d'herbe touffu. À tout cela le belliqueux Protésilas avait commandé, tant qu'il était vivant. Mais alors la terre sombre déjà le possédait. De lui, à Philaque, il restait une épouse aux joues déchirées, et une maison à moitié terminée. Un Dardanien l'avait tué, comme il sautait de son vaisseau, le tout premier de tous les Achéens. Ces guerriers néanmoins ne restaient pas sans chef, mais ils étaient au regret de leur chef. C'était Podarkès, rejeton d'Arès, qui les mettait en rang. Podarkès, fils d'Iphiclos, riche en moutons, issu de Phylacos, est le propre frère du magnanime Protésilas, mais son cadet, car le belliqueux héros Protésilas était un guerrier plus âgé et plus fort. Les troupes donc ne manquaient pas de chef, quelque regret qu'elles eussent de ce brave. 40 vaisseaux accompagnaient ce chef. Ceux qui habitaient Phérès, près du lac Bobéis, Bobé, Gaphira et Iolchos bien bâtis. À tout cela, Eumélos, l'enfant chéri d'Admète, commandait à la tête de 11 vaisseaux. Eumélos qu'avait engendré d'une étreinte d'Admète, Alceste, la plus divine des femmes, et la plus belle des filles de Pélias. Ceux qui habitaient Métone et Thomasie, ceux qui tenaient Mélibée et la rocailleuse Olison, à tout cela, Philoctète, tireur d'arc exercé, commandait à la tête de 7 vaisseaux. Dans chacun d'eux, 50 rameurs s'étaient embarqués, tireurs d'arc exercés à vaillamment combattre. Mais Philoctète restait étendu dans une île, souffrant de maux violents, dans la très sainte Lemnos où l'avaient laissé les fils des Achéens, affligés par la terrible plaie que lui avait valu une hydre redoutable. Il restait là, étendu, désolé. Mais bientôt les Argiens allaient se souvenir auprès de leur vaisseau du roi Philoctète. Ces guerriers néanmoins ne restaient pas sans chef, mais ils étaient au regret de leur chef. C'était alors Médon qui les mettait en rang. Médon, ce bâtard d'Oïlée, que Réné avait enfanté de l'étreinte d'Oïlée, saccageur de cité. Ceux qui tenaient Trica et la rocheuse Itom, ceux qui avaient Eucalie, ville de l'Eucalion Eurytos, à tout cela commandaient 2 enfants d'Asclépios, les bons médecins Podalyre et Macaon. 30 vaisseaux creux pour eux étaient en ligne. Ceux qui tenaient Orménion et la source Hypérée, ceux qui avaient Astérios et les blanches têtes du mont Titanos, à tout cela commandaient Eurypyle, fils brillant d'Évémon. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Ceux qui tenaient Argissa et habitaient Gyrton, Orthée, Élone et la blanche Holoson. À tout cela l'ardent guerrier Polypoète, fils de Pirithos, que Zeus immortel avait engendré, commandait. La glorieuse Hippodamie l'avait conçu de l'étreinte de Pirithos, le jour où il châtia les sauvages centaures à crinière de cheval, qu'il chassa du Pélion et repoussa vers les Étis. Il n'était pas seul, mais avec lui était Léontée,
rejeton d'Arès, fils du fougueux Coronos descendant de Saénée. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Gouné avait emmené de Siphos 22 vaisseaux. Les Énianes l'accompagnaient, ainsi que les Pérèbes. Guerriers intrépides, ils avaient leur demeure aux alentours de Dodone, au rigoureux hiver. Avec eux venaient ceux qui cultivaient la vallée du riant Titarèse, qui jette dans le Péné le beau cours de ses eaux. Elle ne se mêle point au tourbillon argenté du Péné, mais coule à sa surface, comme de l'huile, car elle s'épanche des ondes du Styx, le redoutable fleuve du Serment. Protoos, le fils de Tantrédon, commandait aux Magnettes, qui habitaient aux alentours du Péné et du Pélion aux feuilles agitées. Le rapide Protoos les conduisait. 40 vaisseaux noirs accompagnaient ce chef. Tels étaient les guides des Danéens et leurs chefs. Mais quel était, Muse, dis-le-moi, le plus brave d'entre eux? Et quels étaient les meilleurs des coursiers qui suivaient les Atrides? Les cavales du fils de Pérès, que poussait Eumélos, étaient de beaucoup les meilleurs, rapides comme l'oiseau, du même poil, du même âge, ayant le dos à un même niveau. Apollon, dieu dont l'arc est d'argent, avait élevé dans la pierrie ces 2 cavales qui portaient avec elles la déroute d'Arès. Parmi les hommes, le plus brave, et de beaucoup, était Ajax fils de Télémon, tant qu'Achille persista en son ressentiment. Mais le fils de Pélée était beaucoup plus fort, ainsi que les chevaux qui entraînaient l'irréprochable Achille. Quant à lui, il restait en repos auprès de ses vaisseaux, coureur de mer aux poupes recourbées, nourrissant sa rancune contre l'Atride Agamemnon, pasteur des guerriers. Ses troupes, sur le rivage où se brise la mer, s'amusaient à lancer des disques, des javelots et des flèches. Les chevaux, chacun près de leur char, broutant le lotos et lâche des marais, se tenaient inactifs. Les chars de leurs maîtres se tenaient en repos, bien bâchés sous les tentes. Et ces maîtres eux-mêmes, regrettant l'abstention du chef aimé d'Arès, erraient çà et là à travers le camp, et ne combattaient pas. Tous ces Danéens avançaient comme un feu qui ravagerait la terre tout entière, et le sol gémissait comme sous la colère de Zeus lance-foudre, lorsqu'il fouette la terre autour de Typhée, chez les Arimes, où l'on dit que se trouve la couche de Typhée. Ainsi, pendant qu'ils avançaient, le sol gémissait lourdement sous leurs pieds, et très rapidement ils franchissaient la plaine. Alors, rapide messagère, Iris, au pied de vent, survint chez les Troyens. Elle apportait de la part de Zeus portégide un douloureux message. Les Troyens tenaient conseil à la porte du palais de Priam, réunis tous ensemble, les jeunes et les vieux. S'arrêtant tout près d'eux, Iris, au pied rapide, leur adressa la parole. Elle avait pris la voix d'un des fils de Priam, de Polythès, qui s'était posté, guetteur troyen comptant sur sa vitesse, sur le sommet du tombeau de l'antique Aésiétès, épiant le moment où les Achéens s'élanceraient de leur nef. Sous ses traits, Iris, au pied rapide, dit alors à Priam. « Vieillard, constamment tu te plais au discours indécis, comme autrefois en temps de paix. Mais la guerre acharnée vient de se lever. Très souvent je me suis trouvé au milieu des combats que se livrent les hommes, mais jamais je n'ai vu si grande et si nombreuse armée. Car c'est vraiment comme des feuilles ou bien des grains de sable qu'ils marchent dans la plaine et viennent vers la ville pour porter la bataille. Hector, c'est à toi surtout que je recommande de faire ce que je vais te dire. Puisqu'il y a dans la grande ville de Priam de nombreux auxiliaires, et qu'ils parlent des langues différentes, étant de races différentes. Que chaque chef signifie ses ordres à ceux qui sont sous son commandement,
et qu'après avoir disposé leur rang, il marche à la tête de ses compatriotes. Ainsi parla-t-elle. Hector ne méconnut pas la voix de la déesse, et aussitôt il leva l'assemblée. Les Troyens coururent alors aux armes. Toutes les portes s'ouvrirent et l'armée s'élança, fantassins et chars, hors de la cité. Un tumulte énorme s'éleva. Devant la ville, il est une butte escarpée, en retrait de la plaine, au pourtour accessible par différents côtés. Cette butte, les hommes l'appellent Bâtier, et les immortels le tertre de la bondissante Myrine. C'est là que les Troyens se répartirent, ainsi que leurs alliés. Le fils de Priam, le grand Hector au casque à panache oscillant, commandait les Troyens. Avec lui, les troupes les plus nombreuses et de beaucoup les plus braves s'armaient, portés par leur ardeur à manier la pique. Le brave fils d'Anchise, Énée, commandait aux Dardaniens. Énée, qu'avait conçu d'une étreinte d'Anchise la divine Aphrodite, un jour que la déesse, sur les flancs de l'Ida, avait partagé le lit d'un mortel. Il n'était pas seul, mais avec lui se trouvaient les deux fils d'Anténor, Archéloque et Acamas, fort exercés à tout genre de combat. Ceux qui habitaient Zélé, au pied du dernier contrefort de l'Ida, riches Troyens buvant l'eau noire de l'Ésépos, à cela commandait le glorieux fils de Lycaon, Pandaros, à qui Apollon lui-même avait donné son arc. Ceux qui tenaient Adrestée et le canton d'Apèse, ceux qui occupaient Pithié et la montagne escarpée de Théréié, à tout cela commandaient Adreste et Amphios, à la cuirasse de lin, tous deux fils de Mérops de Percote, qui mieux que tous connaissaient les arts divinatoires, et ne consentaient pas à ce que ses enfants partissent pour la guerre, où succombent les hommes. Mais ces enfants ne l'avaient point écouté, car les génies de la sombre mort les poussaient tous les deux. Ceux qui habitaient aux alentours de Percote et de Practios, ceux qui tenaient Sestos, Abydos et la divine Arisbée, à tout cela commandait le fils d'Irtakos, Asios, le premier des guerriers, qu'avait amené d'Arisbée, des bords du fleuve Séléis, de grands chevaux à la robe de feu. Hippotoos conduisait les tribus des Pélages aux furieux javelots, les tribus de ceux qui habitaient Larissa la fertile. À tout cela commandait Hippotoos, et Pylée, rejeton d'Arès, tous deux fils du Pélage Létos, issus de Teutamos. Mais Acamas et le héros Pyroos conduisaient les Thraces, tous ceux que l'Hellespont au cours impétueux retient au-delà de ses rives. Euphémos commandait aux Cicones, armés de javelots. Euphémos, fils de Trésane, nourrisson de Zeus, et issu de Chéas. Mais c'était Pyraecme qui conduisait les Péoniens, aux arcs recourbés, venus de loin, d'Amydon, de Laxios, au large courant, de Laxios qui répand sur la terre la plus belle eau qui soit. Pylaéménès, au cœur velu, conduisait les Paphlagoniens, du pays des Zénètes, d'où vient la race des mules sauvages. Il tenait Cythore, peuplait la région de Sésame, habitait dans d'illustres maisons auprès des bords du fleuve Parthénios, et occupait Cromna, Égiale et la Haute Érythini. Mais Odios et Épistrophos commandaient aux Alisones, venus de loin, d'Alybe où naît l'argent. Chromis et l'augure Eunomos commandaient aux Mysiens, mais les oiseaux ne l'arrachèrent point au génie ténébreux, et il fut dompté par les mains du rapide descendant d'Éaque, dans le lit du fleuve, à l'endroit où Achille devait massacrer bien d'autres Troyens. Phorcys, d'autre part, aux Ascanios, beau comme un dieu, commandait aux Phrygiens, venus de la lointaine Ascanie. Il brûlait d'entrer dans la mêlée.
Meslès et Antiphos conduisaient les Méoniens. Ils étaient tous deux fils de Thalémène, et le lac Gygée les avait enfantés. Ils conduisaient aussi les Méoniens qui naquirent au pied du Tmolos. Nastès et Amphimaque conduisaient les Cariens au langage barbare, ceux qui tenaient Milée, et le mont Phtyr au feuillage touffu, le cours du Méandre, et les sommets escarpés du Missal. Amphimaque et Nastès les conduisaient. Nastès et Amphimaque, fils brillants de Nomion. Amphimaque allait au combat paré d'or, comme une jeune femme. L'ingénu. L'or n'écarta pas de lui le malheureux trépas, car il fut dompté par les mains du rapide descendant d'Éaque, dans le lit du fleuve, et l'or de sa parure fut emporté par Achille, à l'âme illuminée. Sarpédon et l'irréprochable Glaucos commandaient aux Lyciens venus de loin, de la Lycie et des bords du Xanthe aux eaux tourbillonnantes.